bonsoir. Elle se raconte vous amène à la rencontre de Maître Alice Com. Avocate au barreau du Cameroun depuis 43 ans, elle est la première femme à exercer ce métier dans son pays. Celle qui a toujours eu un penchant pour les dossiers chauds ou les causes perdues est aujourd'hui une défenseur assumée des droits des homosexuels. Un combat qui lui vaut bien des inimitiés, mais on en reparle tout de suite. Bonsoir Maître Alice Com. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de vous raconter à nos téléspectateurs ce soir. Merci aussi d'être là, d'être ensemble, de communier avec vos téléspectateurs. Alors vous êtes plus connu aujourd'hui pour votre défense des droits des homosexuels. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous choque? Non, pas du tout. Vous n'avez pas l'impression que 43 ans au barreau du Cameroun, qu'on a résumé ça en défenseur des droits des homosexuels? Pour moi, c'est une étape supplémentaire. Pour moi, c'était un processus de commencer d'abord à plaider pour la liberté des gens, plaider pour leur dignité au niveau des tribunaux et cours du Cameroun. Maître Alice Com, à quoi se résume votre combat aujourd'hui? Qu'est-ce que vous visez? Juste la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun? Ce serait tellement réducteur si je ne visais que cela. Il faut replacer mon combat dans celui plus général des droits de l'homme d'abord, pas seulement les droits des homosexuels, parce que les droits des homosexuels sont les droits de l'homme. Il faut que ce soit clair. Mais ce que je vis surtout, et en même temps, concomitamment, qui est beaucoup plus long à acquérir parce que c'est un processus difficile, parce que c'est un processus qui demande un engagement sincère de nos dirigeants, qui en ont pris l'engagement au niveau des instances internationales, c'est celui de la consolidation et de la promotion de l'état de droit. Je travaille dans la justice, je suis un auxiliaire de justice depuis 43 ans, comme vous l'avez dit, et je vois la dégringolade au quotidien de l'état de droit au Cameroun. Je le vois à travers des procès, pas seulement ceux que je mène pour les homosexuels, mais également des procès, par exemple, de l'opération Épervier. Et oui, on en parle, avec les ravages que tout le monde voit aujourd'hui. On en parle tout à l'heure en fin d'émission parce que vous êtes bien avocat de quelques-uns des clients de ces gens qui séjournent aujourd'hui en prison pour avoir détourné, ils sont accusés d'avoir détourné les deniers publics. Alors, notre collègue Rémi Sabimana a adressé votre portrait et on va regarder ensemble avec les téléspectateurs. Alice Angèle Com voit le jour le 14 janvier 1945 à Poutka, à Babimbi, en pays Bassa. Elle entre au collège 12 ans plus tard et fera tour à tour le lycée moderne de jeunes filles, le lycée Jos, tous deux à Douala, et le lycée général Leclerc à Yaoundé. Promotionnaire de Laurent Esso, l'actuel ministre de la Justice, et de Joseph Oona, ancien ministre d'État, celle qui se prédestinait à la médecine embrasse plutôt le droit à Toulouse. Car son fiancé, le pharmacien Poko Sindoumbé, qu'elle épousera d'ailleurs à la fin de ses études, lui fait comprendre très gentiment que 11 ans d'études pour la médecine, c'était trop long. Elle prête finalement serment en 1971, devenant ainsi la première femme et la première francophone du pays à devenir avocate au barreau du Cameroun. Ses débuts sont marqués par la célèbre affaire des ordonnances de 1972, par lesquelles le président Ahidjo introduit la peine de mort pour punir les effractions comme le vol. Maître Alice Com parle alors d'injustice et connaît son premier procès retentissant en défendant un certain Martin Siouak dans l'affaire des coffres-forts volés. Et même si ce dernier est effectivement condamné à mort et exécuté, elle ne se laisse pas abattre. Elle dit au contraire y avoir trouvé la force de continuer dans le même sillage. Ne lui demandez surtout pas si elle est adepte des causes perdues. Celle qui était pourtant proche du défunt avocat français, Maître Vergès, vous répond qu'elle est là où la justice abuse de son pouvoir. Elle jette un regard désabusé sur la célèbre opération Épervier au Cameroun et parle d'une inféodation presque malsaine du judiciaire par l'exécutif. Mais cette avocate redoutable est aussi une femme d'affaires. Ex-propriétaire du cabinet Bonnard à Nkongsamba en 1968, elle va le revendre pour s'associer au célèbre cabinet Ninine en 1976. Quand le très connu avocat Maître Viazi quitte le Cameroun et vend ses parts, elle n'hésite pas à les lui racheter à 100 millions de francs CFA, un cabinet dans lequel elle travaille toujours aujourd'hui avec de nouveaux associés. Mère de 2 enfants et grand-mère de 8 petits-fils,
Maître Alice Angel Com partage désormais son temps entre la défense de certains accusés de l'opération Épervier et son combat pour les droits des minorités sexuelles, parmi lesquelles les homosexuels. Un combat qui lui vaut beaucoup d'inimitiés et de menaces, reconnaît-elle, avant d'ajouter qu'il en faut bien plus pour l'ébranler. En 2012, elle a été sacrée africaine de l'année par le journal américain Le New Yorker. Alors, Maître Alice Com, est-ce que ce portrait est fidèle à la réalité? C'est tout à fait ça, sauf que je n'ai pas racheté le cabinet Bonnard, où j'ai effectué mes premiers pas d'avocat stagiaire, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Ça s'appelait secrétaire d'avocat. J'ai racheté en Kongsamba le cabinet de Maître Claude Vidal. D'accord. Alors, pour revenir un peu sur votre vie, on va commencer par votre vie d'enfance. Vous avez grandi dans une famille de 11 enfants. C'est ça. Comment est l'ambiance dans une maison aussi grande? J'imagine que la maison doit être grande avec 11 enfants. Comment était l'ambiance chez vous? C'était une ambiance extraordinaire. Mon père a eu, avec ma maman, ils ont eu 11 enfants, dont 7 filles et 4 garçons. 4 garçons. Nous avons grandi dans un environnement où mes parents étaient porteurs d'immenses valeurs et qu'ils ont tenu à nous inculquer. Nous habitions en Komondo, pas loin d'ici, et dans un environnement où, un voisinage où les gens ne partageaient pas toujours ce genre de valeurs. Et d'ailleurs, j'étais jeune fille au moment où le code pénal permettait le rapt des jeunes filles et leur viol légal, parce que le code pénal ne sanctionne le viol que s'il n'y a pas eu mariage de la victime avec son agresseur. Et jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un viole votre fille et l'épouse, eh ben, la loi lui permet de continuer à la violer, mais légalement. Donc, compte tenu de ce contexte-là, mon père avait très à cœur de ménager et de protéger, peut-être même protéger ses filles. Nous n'avions absolument pas le droit de sortir, nous n'avions pas le droit d'aller chez les voisins, nulle part. Je ne savais pas qui étaient nos voisins, je n'ai jamais été, parce que mon père s'est arrangé à ce moment-là à ce qu'il y ait à la maison une ambiance extrêmement conviviale, chaleureuse, où il pouvait facilement nous inculquer les valeurs de solidarité, d'amour, de partage entre 11 personnes. C'est comme une équipe de football. Vous avez la possibilité de passer ces valeurs-là, ces messages-là, et de les voir pratiquer au quotidien. Et c'est comme ça que moi, j'étais toujours derrière ma grande sœur, d'ailleurs, que je le suis restée. Et je savais que lorsqu'elle avait fini de porter les beaux habits que maman lui avait cousu, j'héritais d'une excellente garde-robe que moi-même, j'apprenais donc à entretenir, à garder, parce que j'étais consciente du fait que c'était pas à moi, j'avais à cœur de réserver à mes jeunes sœurs des choses de bonne qualité. Quelle était la place de la religion? Est-ce que votre papa vous avait inculqué les valeurs religieuses, par exemple? Mon père était un croyant super convaincu. Et c'est lui qui a créé l'église presbytérienne de Nkomondo, qui est juste en face de la maison. Et c'est lui qui il a été parmi les premiers qui, lorsqu'il est décédé en France et qu'on l'a ramené, c'est lui qui a été qui a été le premier à être immédiatement récupéré par les membres de l'église qui en ont fait la veillée toute la nuit en disant « Il ne vous appartient plus ». Maintenant, il est à nous. D'accord. Et les années de lycée, comment ça se passe? Quels sont vos souvenirs, vos années au lycée? Quel genre d'élève est-ce que vous étiez déjà? Mes années au lycée, justement, je les passe en Komondo, je les passe à l'internat et je les passe pendant les guerres d'indépendance. Exactement. Monsieur Omiobe était un ami personnel de mon père. Je l'ai vu manger à la table de mon père plusieurs fois. Ils ont à chaque fois été en train de discuter de l'avenir du Cameroun, de chacun échanger sa vision. J'avoue que mon père n'avait pas la même vision. C'est ce que j'allais dire, parce que votre père sera plus tard militant au sein de l'UNC, l'Union nationale du Cameroun, du président Ahidjo. Lui, il a eu plus de chance. Lui, donc, il ne pouvait pas être... Donc, lui, il ne voyait pas cela comme ça. Il voyait une période où on préparait les gens à l'indépendance, où on préparait les gens à l'exercice du pouvoir. Vous ne pouvez pas exercer un pouvoir comme ça
qui a été exercée par des colons, etc. Du jour au lendemain, donc votre papa estimait qu'il fallait aller doucement. Il fallait nous préparer à l'indépendance réelle. Il fallait que les gens soient conscients du changement qui devait intervenir et de la responsabilité que nous avions par rapport à la nation qu'on allait créer. Alors que Oumniobel, lui, voulait l'indépendance tout de suite et sans condition. Tout de suite, sans condition. Bon. Alors vous en avez quel genre de Donc, ce qui fait qu'en Kongmondo, nous avons été souvent victimes des UPCistes façon, comment dirais-je, extrémiste un peu, qui estimaient que tout le monde devait penser comme eux. Et lorsqu'on tuait des gens en Kongmondo, qu'on suspendait les têtes sur des poteaux, moi, je me rappelle, et à l'époque, j'avais la maman de Suzanne Kalalobe, qui était mon institutrice, qui nous a ramenés de l'école New Bell une fois à la maison, parce que c'était très très chaud. Parce qu'on risquait de se faire tuer. Elle a marché avec nous jusqu'à la maison avant de rejoindre sa maison. On a vécu dans cette ambiance-là. Mais à l'école, notre papa nous a inculqué à ses 7 filles et 4 garçons l'ambition de devenir quelqu'un par son travail. On avait une idée extrêmement élevée de la valeur travail. Il nous a dit qu'on pouvait tout réussir si nous travaillions, que nous n'avions qu'à compter sur nous-mêmes. Et jusqu'à présent, c'est ce que j'essaye de transmettre aux enfants qui m'ont adopté comme leur maman et qui sont avec moi tous les jours. Chacun a en lui un immense potentiel qu'il ne commence même jamais à exploiter. Si tout le monde exploitait le potentiel qu'il a en soi, dans un encadrement bien sûr, il faut façonner, il faut leur apprendre comment ça s'exprime, eh bien on serait des gens formidables. Alors dans votre portrait aussi, et ce n'est pas un hasard, on a cité par exemple le ministre Laurent Isso, qui fait partie de votre génération avec qui vous êtes allé à l'école. C'est aujourd'hui le ministre de la Justice. Et quelles sont les relations que vous entretenez aujourd'hui? Monsieur le ministre ne veut pas entretenir de relations avec moi. Est-ce que ça se passe comme ça avec ça? Malheureusement, oui. Vous ne l'avez jamais rencontré pour lui dire que vous trouvez le système, comment vous trouvez le système judiciaire? Il a refusé systématiquement de me recevoir. Je suis allée au moins 4 fois à Yaoundé, dans ses bureaux. J'ai rempli des demandes d'audience. Il a refusé. Qu'est-ce qu'il pourrait vous reprocher? Il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé à savoir pourquoi. Il m'a fait dire que c'est parce que je dis des choses extrêmement violentes, méchantes, contre le régime qu'il sert. Ok. Et que ça fait du tort au pays. Ok, parlons un peu. Alors j'ai compris que monsieur le ministre de la Justice, hier mon ancien ami et camarade, parce qu'en plus de ça, avant qu'il ne soit ministre, il était magistrat. Donc il était dans les juridictions, donc j'étais en face de lui et parfois j'habitais chez lui quand j'allais plaider à Nkong Samba, qu'il était procureur là-bas. Je n'avais pas de problème de logement, je descendais chez lui et sa femme me recevait très très bien comme une grande sœur. Donc vous voyez, quand vous avez en face des dirigeants comme ça qui sont là pour vous servir, que vous ne demandez qu'à servir aussi à votre tour, pour permettre à monsieur le ministre de la Justice d'aujourd'hui de pouvoir dire, quand j'ai été ministre de la Justice, la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce que je peux apporter comme changement, comme plus aux justiciables du Cameroun? Et s'appuyer sur des vieux poteaux comme nous, qui sont encore solides. Accepteriez-vous Eh bien, à ce moment-là, vous comprenez parfaitement que ces messieurs-là ne sont pas là pour nous servir, ni pour servir les populations. Accepteriez-vous d'être ministre de la Justice aujourd'hui, si vous étiez nommé? Ou ministre tout court? Vous savez, un ministre, si c'est vrai qu'un ministre est là pour servir, alors oui, pourquoi pas? Je ne demande qu'à servir. Au niveau où je suis aujourd'hui, où je ne dois rien à mon pays, malheureusement, parce que quand le président Biya a pris le pouvoir, je n'avais pas 40 ans. Donc tous les espoirs étaient permis pour moi. Et c'est quelqu'un que j'ai applaudi, moi aussi. Aujourd'hui, j'en ai 70. Je ne peux plus demander un emploi nulle part. Et quand je me retourne, je ne vois pas ce que j'ai fait de ces 30 et quelques années. Puisque vous parlez de vous retourner, parlons un peu de vos études de droit. D'abord, pourquoi avez-vous voulu faire la médecine avant? Est-ce qu'il y avait une histoire personnelle derrière? Non, parce que la médecine, ça correspond un peu à ma nature, qui est celle
d'être à l'écoute de l'autre. Je suis tellement consciente que mon bonheur dépend de celui des autres, que je dois faire d'abord les autres pour avoir ma part de bonheur. Et donc, je pense que c'est un bon positionnement que celui d'un médecin qui soulage les autres, justement, pour leur permettre d'être heureux, de ne plus souffrir dans leur chair. Mais vous renoncez à cette envie pour faire le droit? Pour faire le droit, pour m'occuper toujours des gens qui souffrent, mais d'une autre manière. Est-ce que vous considérez cela comme un sacrifice pour l'amour? Parce que dans le portrait, par exemple, en tout cas, j'ai entendu dans le portrait que c'était parce que votre fiancé de l'époque trouvait que les études de médecine, c'était trop long. Est-ce que vous estimez que c'est un sacrifice que vous avez fait? Absolument pas, je n'ai pas fait de sacrifice. En fait, il avait avancé des arguments qui étaient convaincants. Les arguments, c'était être avocat, être médecin, on peut être profession libérale. Parce que je n'avais pas du tout envie de travailler dans la fonction publique. J'avais l'impression que j'allais étouffer là-dedans et je crois que j'ai bien fait. Et si c'était à refaire, vous referez le droit? Absolument. Je referai le droit et comme je le fais maintenant, c'est-à-dire que je ferai tout pour apporter au droit, pour que le droit avance, pour que l'état de droit progresse, parce que je sais que tout dépend de l'état de droit. Vous ne pouvez pas réussir le progrès d'un pays économique, vous ne pouvez pas réussir votre lutte contre le chômage si vous n'avez pas une justice qui fait son travail de manière libre, indépendante et juste. Vous ne pouvez pas. Parce que la justice est là pour rassurer les populations, les investisseurs, de ce que le Cameroun est un pays qui respecte ses engagements, qui respecte l'homme dans sa diversité, et donc vous ne pouvez pas. Quelqu'un ne peut pas venir dans un pays où les dirigeants ne respectent ni signature, ni parole, ni l'être humain qu'il a mis là. Maître Alice, parlons un peu de vos années. On vous connaît peut-être, je vais dire sur le plan médiatique, un peu moins comme avocate. Parlons un peu de vos années d'exercice. Comment ça se passait lorsque vous arrivez pour défendre un dossier? Qu'est-ce que vous faisiez déjà choisir un dossier et pas un autre? Les gens venaient vers vous, parce qu'il y avait des dossiers que vous preniez vous-même? Non, l'avocat est quelqu'un qui doit rester dans son cabinet et qui ne doit pas faire du marchandage, non, comment on appelle ça? De la récupération. Oui, il ne doit pas aller vers les gens pour des... Non, il ne fait pas de publicité. Mais vous avez le droit de refuser ou d'accepter un dossier? Absolument, bien sûr. Quelle était la première motivation pour que vous acceptiez un dossier? Peut-être en dehors de l'argent. Il y avait l'argent? Vous savez, quand vous travaillez chez un patron, quand vous travaillez, vous commencez votre carrière, vous n'avez pas d'argent. Vous avez un petit salaire. Moi, quand j'ai commencé avec Maître Bonnard, je gagnais 50 000 francs par mois. Et j'ai gagné 50 000 francs par mois pendant 3 ans. Mais ça ne m'a pas empêché de défendre avec acharnement mes clients, mes dossiers. Je continue d'ailleurs. Et quand on dit que je fais des affaires d'homosexuels un fonds de commerce, laissez-moi rigoler. Parce que si c'était un fonds de commerce, je serais allé vers les ministres qui étaient accusés d'homosexualité et qui étaient capables de me payer beaucoup d'argent, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient riches. Mais regardez seulement ce que je défends et vous comprendrez que ce n'est absolument pas pour de l'argent. Seulement, on ne peut pas empêcher les gens à l'extérieur qu'ils voient l'immense travail que j'abats pour aider les pauvres et les déshérités, ceux qui souffrent réellement. Parce que quand on a accusé les homosexuels qui sont dans l'entourage de M. Biya, lui-même est monté au créneau pour dire « Ah, attention, c'est la vie privée, elle est sacrée ». Il était dans son rôle, hein, j'étais d'accord avec lui. Mais quand on a dit qu'on a arrêté quelqu'un, un jeune étudiant, tout à l'heure. Ça a été que cette chose-là. Alors, vous savez, moi, ça me fait bondir vers cette chose-là. Je souhaite qu'on parle un tout petit peu de vos années d'exercice en tant qu'avocate. Est-ce qu'il y a des dossiers, par exemple, on a dit dans le portrait, les ordonnances de 1972, qu'est-ce que vous avez contre? Écoutez, je suis juriste, je défends les principes généraux du droit. D'abord, un texte ne doit pas avoir un effet rétroactif. Ces ordonnances de 72 avaient un effet rétroactif. C'est-à-dire qu'au moment où les Siwak volaient, ou éventraient les coffres forts, ils ne savaient pas qu'ils risquaient la peine de mort. Parce que ça n'existait pas. C'était pas ça. Ils risquaient des peines d'emprisonnement. Lorsque les ordonnances qui étaient d'exécution immédiate sont sorties, ils ont réalisé que... Avec rétroactif, oui. Or, c'est un principe général partout. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Si vous ne pouvez pas défendre ces grands principes de droit qui valent, qui donnent la garantie d'une justice sereine, juste,
alors vous n'êtes pas avocat. Mais connaissant vous le êtes un régime marchand. Ahidjo, lorsque vous preniez ce dossier, vous êtes conscient, vous avez espoir ou vous dites de toutes les façons, il faut quand même que j'essaie de le défendre, même si on va l'exécuter après. Mais c'est M. Ahidjo qui a signé mon décret pour devenir... À l'époque, il fallait que le président signe et vous autorise à exercer. C'est M. Ahidjo qui a signé mon décret pour que je sois avocat. Alors, il savait très bien ce qu'il signait. Et moi, je n'ai jamais eu de problème sous le régime Ahidjo, comme j'en ai maintenant. Est-ce qu'il y a un ou deux procès qui vous ont marqué particulièrement? J'étais dans le procès de M. Ndogman. J'ai été voir M. Ndogman à la prison à l'époque. J'ai discuté beaucoup avec lui sur sa révolution par les anges. Oui. Mais il faut replacer... Absolument. Mais même aujourd'hui, on vous poursuit pour ça. Sauf qu'on met un gant de velours et on vous met une main de fer à l'intérieur. Mais au moins, avec Ahidjo, on savait ça. Mais il laissait chacun faire son travail. Je n'ai jamais eu de problème sous Ahidjo parce que j'ai défendu un subversif. Parce que j'ai défendu les Kamdem Niyim, il y avait des procès ici, politiques. Tout le monde savait que c'était comme ça. Et ça marchait comme ça. Tout le monde était d'accord que M. Ahidjo est un despote, c'est lui qui connaît, et qu'il va maquiller la vie démocratique en disant il y a une assemblée, mais les membres de l'assemblée, ce sont des gens qu'il a investis, que son pouvoir a investi. C'était clair, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas d'autres partis pour dire le contraire. Il avait dit, c'était clair et net. Mais aujourd'hui... Est-ce que vous avez des bons souvenirs en tant qu'avocat, des procès qui sont bien terminés pour peut-être et que vous gardez comme des succès? Vous savez, je ne fais pas ce métier-là pour avoir des succès personnels. Absolument pas. Mais il y a des procès tellement retentissants, fatigants, ou alors tellement fatigants que quand ça s'achève, mais il y en a tellement. Mais oui, mais ce ne sont pas des procès... Ce n'est pas ça que je garde, parce que mes victoires sont toujours devant. Est-ce qu'il n'y a pas eu des causes qui étaient perdues et que vous avez réussi à récupérer? Oui, bien sûr. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé une jeune femme que je ne connaissais pas. Et quand j'ai voulu la saluer, elle a refusé. Elle m'a dit que j'avais plaidé pour quelqu'un que j'avais fait relaxer et qu'il avait effectivement violé. D'accord. Ça choque? Bien sûr que ça choque. En tant qu'avocate, vous vous dites j'ai fait mon travail ou alors mais bien sûr que j'ai fait mon travail. Parce que moi, je plaide un dossier. Et la façon dont on monte les dossiers aujourd'hui, moi, j'avais félicité le président de faire l'opération Épervier, de s'attaquer à la corruption. Mais je n'ai jamais imaginé ce qui nous attendait devant. Et là, je suis obligée de dire non, vous assassinez l'état de droit. Là, c'est nous que vous prenez comme cible les victimes. L'opération Épervier a tout de politique, rien de juridique. Et je ne peux pas être d'accord. Parce que moi, je défends les principes. Je ne change pas aujourd'hui que je défends aujourd'hui. On parlera des grèves. Je défends les principes. On parlera des grèves que vous avez contre l'opération Épervier. Nous sommes allés à la rencontre de vos frères et sœurs et de maître Modeste Hippo qui travaille avec vous, donc un collègue de travail et aussi un fils, selon le témoignage que nous avons eu. Et on va écouter ensemble ce qu'ils disent de vous. D'accord. Elle travaillait énormément. Elle n'aimait pas les travaux ménagers, bien sûr, mais personne ne lui en tenait rigueur, parce que mon père disait que ça ne sert à rien, ça s'apprend plus tard. Mais quand on a raté l'école, c'est pour de bon. Elle est entière, elle peut mourir pour ses convictions, c'est une héros, au sens noble grec du terme. Elle a la fidélité, elle est d'une rigueur intellectuelle sans pareil, et bon, elle est tolérante. Elle est très organisée, elle est très exigeante au travail. Elle est très agréable à vivre, elle ne contrarie jamais, très ordonnée. Moi, je vis avec elle. Tout ce qu'elle demande, c'est qu'on laisse ses affaires, c'est que je lui serve à manger à temps. C'est très agréable. J'ai fait ce que mon père a souhaité que je fasse, travailler à la banque. Mais elle, je pense qu'elle voulait être médecin. C'est au hasard de la rencontre qu'elle a faite avec son futur mari qui a changé. Mais ça ne changeait pas beaucoup de ce qu'elle aurait voulu faire parce qu'elle a toujours aimé raconter les histoires, parler, s'occuper des plus faibles et tout ça. Pendant très longtemps, elle a été l'une des meilleures pénalistes du Cameroun avec feu maître Jean Viazi. Aujourd'hui, si vous regardez les domaines dans lesquels elle excelle, c'est dans l'humanitaire. Elle a choisi aujourd'hui de se lancer dans ce domaine des droits de l'homme, dans lequel elle défend d'autres causes et des causes nobles. Moi, je vis avec ma sœur.
Donc je vois tous les jours ce qu'elle fait pour les autres. Je vois ce qu'elle apporte à ceux qui sont laissés pour compte. C'est un combat que je partage entièrement. C'est un combat des droits humains. J'estime qu'on est nés tous égaux et qu'on ne doit pas discriminer les autres. D'abord, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Alice Nkom n'est pas homosexuelle, n'est-ce pas? Puisqu'elle a mis au monde 2 excellents enfants, dont une est avocate et secrétaire générale du groupe Orange ici au Cameroun, et l'autre est pilote de ligne, hein, n'est-ce pas, qui est née? Bah oui. Et si tu n'es pas homosexuel. Et donc le combat qu'elle mène aujourd'hui, qui est d'une grande actualité nationale et internationale, avec parfois des relents de haine que certains mettent, la passion, qui mettent au service de leur passion, est tout simplement un combat d'avocat et d'une personne engagée, y compris, je dirais, spirituellement dans la lutte de la défense des convictions, des libertés. Elle a mené le même combat avant sur le problème des divorces au Cameroun, ce qui lui a valu pas mal d'agressions, même physiques. J'étais obligé, avec mon maître Ipouk, de l'accompagner dans les tribunaux jusqu'à Bafang, Bafoussam. À cause d'elle, j'ai été clerc d'avocat étant au lycée et j'étais en même temps garde du corps d'avocat, puisque nous avions peur pour sa sécurité. Donc aujourd'hui, on parle d'homosexualité. Elle a un point de vue dessus qui est fondé d'abord sur ses convictions personnelles et sur sa profession. Vous ne pouvez pas demander à un avocat de ne pas défendre un criminel, n'est-ce pas? Bon, mais la défense du criminel va jusqu'où? Et je crois que c'est une affaire de droit. Aujourd'hui, rien ne gâche ses qualités, sauf qu'elle est têtue. Alice est sûre que quand elle a des positions et qu'on ne l'amène pas à la convaincre sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique et accessoirement sur le plan du droit, elle reste sur ses convictions. Elle peut être une contre la Chine populaire, c'est-à-dire 1 milliard de personnes. Si vous n'avez pas apporté la matérialité de la preuve qu'elle se trompe, elle vous dira qu'elle se trompe. Et elle a autre chose aussi, elle s'est mariée au droit. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, depuis son divorce, elle ne s'est pas remariée. Le droit est à la fois, à part sa sœur Angelo, avec qui elle a vu une fusion au quotidien, mais le droit et la passion de la famille. C'est une femme qui serait parmi les femmes les plus riches d'ici, peut-être d'Afrique, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est la première avocate de ce pays. Mais tout son argent, elle a investi dans la formation des gens. J'en ai reçu une part de cet argent et je lui rends grâce, je t'adore. Et reste comme tu es merveilleuse et unique. Donc voilà, elle a des qualités, elle n'est pas colorieuse. C'est un modèle comme on n'en a plus beaucoup aujourd'hui dans la profession. Alors, Maître Aliscom, on a l'impression que vos proches acceptent, pardonnent et partagent même vos convictions, par exemple sur l'homosexualité. Est-ce que c'est juste parce qu'on a la télé ou bien c'est la réalité? Dans la famille, tout le monde a bien accueilli votre nouveau statut? Ce n'est pas un statut. Le seul statut que j'ai qui est connu à l'ONU, c'est le statut de défenseur des droits de l'homme. Si vous acceptez une seule seconde que les droits des acceptez que les droits des homosexuels sont des droits de l'homme, vous ne pouvez plus me poser ce genre de questions. Or, ce sont les droits de l'homme d'abord. Et j'ai choisi la partie la plus difficile. J'ai choisi la partie la plus difficile parce que je sais qu'il y avait un déni national, un déni de leur existence et de leurs droits en tant qu'être humain. Vous savez ce que l'humanité doit aux homosexuels? Mais comment est né votre... Être homosexuel ne vous enlève pas du tout votre humanité. Et il le dit comme ça, comme une boutade, en disant si tu n'es pas homosexuel. C'est vrai que les gens se sont dit on ne peut pas s'engager dans une telle cause pour rien. Soit on l'est et on estime qu'on a le droit de vivre sa vie, soit on a un proche qui l'est. Votre motivation, elle vient d'où, Maître Aliscom? Est-ce que c'est une histoire personnelle? Les gens on vous a dit ici que j'ai toujours défendu les faibles et les déshérités. Vous savez, regardez l'histoire. Je vais parler de celle des États-Unis. Vous croyez que Lincoln était noir ou esclave? Il a mené... Ah ben voilà. C'est une cause qu'il a menée au nom des droits de l'homme et de la dignité humaine. Parce qu'il est conscient, lui, qu'il appartient à la grande famille des êtres humains. Il a mené le combat contre l'esclavage en faisant la guerre à ses frères esclavagistes du sud des États-Unis jusqu'à ce qu'il ait gagné. Vous pensez qu'on doit être esclave, on doit être noir
pour mener Mais le est-ce que combat. vous comparez la lutte contre Mais le bien sûr. racisme, Mais bien la sûr. lutte contre l'esclavage C'est à la lutte exactement ça. Mon combat pour dépénalisation les des homosexuels, les droits des homosexuels se situe au niveau de combat pour Mais est-ce que les droits. Est-ce que vous comprenez quand même que les gens ne comprennent pas? Non, je ne pense pas. Je ne peux pas comprendre ça. Parce que nous nous battons. Moi, aujourd'hui, j'ai eu le droit, j'ai eu la chance d'être noire, d'être femme et d'être avocat, quelqu'un qui s'exprime librement. C'est parce que les gens se sont battus avant moi. Pour qu'on ait une femme ait des droits. Je ne les connaissais pas, ces personnes. Il y en a même qui ont payé de leur vie. Et aujourd'hui, je prends cet héritage-là. Je prends l'héritage de Mandela, qui a dit « pas de discrimination dans mon pays ». Et surtout, il voyait qu'il y avait une discrimination non seulement contre les Noirs, mais les Noirs même qui étaient en plus homosexuels. Il a dit non. Et on a inscrit ça expressément, de manière claire, dans la Constitution. Pas de discrimination. À partir de ce moment-là, quand je vois qu'il y a discrimination, si j'ai accepté d'être un des héritiers de Mandela pour sa lutte contre les discriminations, je dois chercher là où il y a des discriminés. Je ne vais pas chercher à défendre les gens qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas de problème. Mais lorsqu'en 2006, par exemple... Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Lorsqu'en 2006, par exemple, le président Biya parle de vie privée, alors qu'on a publié une liste, alors que les journaux publient les listes de certains hauts fonctionnaires et disent qu'ils sont homosexuels, et que, interrogé à Paris, les années plus tard, ils n'osent même pas appeler l'homosexualité par son nom, ils parlent de cette chose-là. Est-ce que ça vous choque? Beaucoup. Mais est-ce que vous comprenez Ça quand me même... choque. Ça me choque d'abord parce que le président Biya est quelqu'un que j'ai beaucoup soutenu, que j'ai beaucoup aimé et en qui j'ai beaucoup cru. Je n'ai jamais imaginé qu'il est comme je le vois aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas se soucier de savoir si j'ai de l'eau de robinet. Non, non, il faut me laisser expliquer. Mais est-ce qu'un chef d'État, on n'a pas le droit de se soucier de sa population en quelque sorte? Il a le devoir. Il a pris l'engagement. Ce n'est pas le droit. Mais le sujet est encore très largement, largement polémique. Quand vous êtes chef d'État, vous devez, vous êtes engagé. C'est votre job, c'est votre travail de vous soucier du bien-être de vos populations sur les bases d'égalité et de liberté pour tous. Et c'est écrit dans notre charte du vivre ensemble qu'on appelle la Constitution. Comment on doit faire? On doit, par exemple, ne pas violer. Le domicile devient inviolable. On ne dit pas domicile des homos, le domicile. On est dans les grands principes généraux. Est-ce que la liberté, ce n'est pas aussi accepter qu'on puisse réguler, comme on l'entend, le vécu entre les populations dans une sphère géographique, par exemple? Je prends l'exemple du président Macky Sall, le président sénégalais, qui a répondu à Barack Obama, qui aborde le sujet lors de sa visite à Dakar, en lui disant l'homosexualité ne peut pas faire l'unanimité autant que la peine de mort. Comme pour dire au président américain que la peine de mort est encore pratiquée aux États-Unis, alors que beaucoup de pays africains, même si certains pays africains ne l'ont pas abolie, ne la pratiquent plus depuis des années. Est-ce qu'un pays n'est pas libre, les gens ne sont pas libres d'avoir leurs croyances, de se dire non, l'homosexualité c'est contre nature, on n'en veut pas? Est-ce que les gens ne sont pas libres, Maître Aliscom? Si les États-Unis pratiquent la peine de mort, pourquoi d'autres ne refuseraient pas que l'homosexualité Je crois soit que quelque chose d'accepté? Macky Sall a raté l'occasion d'être un héritier crédible des grands hommes comme Mandela. Ce que Obama est venu chercher, c'est le lien avec ses frères, avec ses pairs, pour qu'ils se remettent d'accord sur comment on gère les États. Obama est allé dire à Macky Sall, monsieur, toutes les personnes que tu chasses ici sont chez moi. J'ai plein de Sénégalais chez moi. Et je sais combien d'argent ils renvoient dans ton pays. Qu'est-ce qu'on fait? Tu les as chassés parce qu'ils sont homosexuels. Je fais quoi? Je fais comme toi, je les mets en prison là-bas et ils ne t'envoient plus cet argent. Ou bien toi, tu arrêtes de les mettre en prison pour qu'ils ne viennent plus chez moi. Voilà le problème, comme il se pose. Ce n'est pas qu'un pays a le droit et n'a pas. Un pays s'est engagé en adhérant aux Nations Unies. Il y a des documents qu'il a signés. Il a signé des documents tendant à dire l'être humain est au-dessus du citoyen. Mais Maître Aliscom, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous ne naviguez pas sur l'ambiance générale qui règne à ce moment où les nations occidentales sont en train de mettre la pression sur les pays africains, par exemple, sur cette histoire d'homosexualité? Est-ce que ce n'est pas facile?
on vous donne de l'argent, par exemple, pour une association qui défend les droits des homosexuels, vous travaillez dans un pays où l'homosexualité est interdite. Est-ce que ce n'est pas un peu gênant tout ça? Ça ne vous gêne pas quand vous mettez votre frère en prison parce qu'il est, parce qu'il est homosexuel? Ça ne vous gêne pas que vous avez un enfant qui a le sida et que le médecin refuse de le soigner parce qu'il est homosexuel? Et le droit à la santé. Et surtout ces droits de l'homme-là, qui sont liés à ça, à sa sexualité. Mais quand il va à l'hôpital, il ne dit pas qu'il est homosexuel. Non, je connais, mais si. Vous savez comment ça se passe dans le milieu? J'ai des éléments là-dedans. Je suis le point focal de ONU-SIDA ici pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Nous connaissons le lien particulièrement fort qui existe entre les droits de l'homme et le combat qu'on mène mondialement contre cette pandémie qui détruit l'être humain sans distinction de couleur. Et parce que l'homme se sent atteint dans son humanité, parce qu'on décime des villages sur cette maladie-là. Ce sont les autres qui ramassent de l'argent partout pour faire avancer la recherche et qui donnent au Cameroun 34 milliards pour lutter contre le sida. Pas parce que c'est des gens de chez eux. C'est pas une raison pour que ça devienne un objet de chantage, Maître Aliscom. Mais attendez, vous voulez que je vous donne de l'argent pour soigner les gens, vous ne les soignez pas, vous bouffez l'argent et vous venez me dire que c'est du chantage? Mais vous êtes quoi là? Ça vous infantilisez là. Mais il faut arrêter d'infantiliser. Mais Maître Aliscom, dans votre combat, est-ce que vous faites la part des choses? Infantiliser les chefs d'État africains. Est-ce que vous faites la part? Il faut les responsabiliser, mais pas les infantiliser. Ils savent ce qu'ils ont signé. Ils savent pourquoi ils veulent l'argent des autres. Ils savent quelle est leur limite. Maître Aliscom, on aide les populations africaines parce que les gens meurent de faim. Est-ce qu'on peut comparer le fait de mourir de faim au fait de reconnaître les droits des homosexuels? Est-ce que c'est le même registre? Bien sûr. Pourquoi conditionner une aide qui n'a rien à y voir? Mais regardez, lisez un peu la Constitution de temps en temps, vous allez me poser les bonnes questions. Parce que là, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Les questions sur le droit. Je vous parle des droits humains, ils sont énumérés. Ils sont énumérés. Je suis d'accord, ils sont énumérés par la Constitution du Cameroun. De l'obligation et de l'engagement de nos chefs d'État à les faire respecter. Le code pénal camerounais punit l'homosexualité. Je ne voudrais pas qu'on s'attarde là-dessus. Non, il faut qu'on s'attarde là-dessus parce que il faut que vos téléspectateurs comprennent. J'aimerais vous faire réagir sur autre chose. J'aimerais qu'après cet entretien, que j'ai inculqué, que j'ai fait connaître quelque chose à quelqu'un, pour qu'il voit un peu, qu'il voit le problème d'une autre façon. Sinon, on n'avance pas. Espérons que vous atteignez peut-être votre but, encore que ça dépend de chacun. C'est une affaire tellement personnelle. Mais non, ce n'est pas personnel. C'est une affaire des droits de l'homme, ce n'est plus personnel. Si, mais non, justement. Je voulais vous demander un peu. Moi, je ne traite pas ça comme une affaire personnelle. Le président ougandais a publié, a renforcé la loi condamnant les homosexuels. Il a renforcé la loi les pénalisant en estimant, il dit avoir mis sur pied un comité scientifique qui a prouvé que l'homosexualité n'est pas innée, qu'elle est apprise et acquise. Donc il vaut mieux soigner les homosexuels et les mettre en prison s'ils persistent dans cette voie-là. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une actualité toute récente. Vous savez, vous dites que le combat est long? Non, je ne me dis pas que le combat est long. Il y a des Mandela. Parlez-moi de Mandela, de Monseigneur Tutu. Ne me parlez pas de Yoweri Museveni. Parce que son comité scientifique, je ne sais pas comment il était composé. Vous savez comment on fait les commissions ici, hein? On peut faire la CONAC, on met des gens qui vont... On peut faire les LECAM, on dit que les LECAM est là, ils ont dit que... Mais vous, même à l'interne, vous contestez le mode de choix. Oui. Et on s'attend à l'avance à ce qui va se passer. Et ça se passe effectivement. Alors, quand on me parle du comité scientifique d'un Yoweri Museveni, qui dit que c'est une maladie, vous mettez les malades en prison? Même si la maladie récidive, vous les mettez où? Mais si on vous le traitement normal qu'on réserve à un malade, c'est quoi? C'est le jugement? C'est la prison. On va passer à la prochaine rubrique. Voilà. Nous avons demandé... Alors, il faut être cohérent. Nous avons demandé à nos téléspectateurs de vous poser des questions via la page Facebook. Mais vous avez bien vu que celui du Kenya, qui a dit que les homosexuels sont des pigs, des cochons, son fils vient de dire, papa, comme tu vois là, je suis homosexuel. On ne l'entend plus. Mais comme la prochaine rubrique, c'est face à eux. Oui. Donc, on a demandé aux téléspectateurs de vous poser des questions parce qu'on leur a annoncé à l'avance que vous étiez notre invité. Oui. Et vous avez obtenu près de 60 questions à vous seul, une centaine si on compte les partages. Et vous allez peut-être répondre individuellement sur notre page. Oui, je serais ravie d'engager ce débat avec vous. Mais là, vous êtes obligé de ne prendre que quelques-unes. Vous allez tirer au sort. Bon, je prends d'abord ça. Alors, pourquoi une avocate aussi hargneuse qu'elle ne défend pas d'autres causes plus nobles pour l'Afrique
Exemple, pourquoi il ne défend pas l'accès à une monnaie nationale 100% camerounaise? C'est une question qui me vient de Wazire Binze du Gabon. Est-ce que quand je veux défendre une cause, je dois lui demander la permission? C'est lui qui va choisir pour moi. Il estime que l'Afrique a peut-être des problèmes plus urgents. Moi, je ne représente l'Afrique à aucun titre. À aucun titre. Les gens qui représentent l'Afrique sont des gens que les peuples africains ont élus et qui doivent les défendre devant un certain nombre de situations. Qu'il demande à son président, qui en a le pouvoir, le président Bongo, pourquoi il ne défend pas l'accès à une monnaie nationale 100%? Si même je voulais défendre une monnaie nationale 100%, je n'ai pas accès à la Banque centrale, lui si, Bongo a si. Donc, en droit, quand vous avez une cause, quand vous voulez porter plainte contre quelqu'un, il faut déjà choisir le tribunal compétent. Exact. Si vous ne choisissez pas le bon tribunal que la loi a dit compétent, vous pour n'avez cette pas raison. droit à la parole. Voilà. Ouais. Son dossier est mal dirigé. Il le dirige à Ali Bongo, qui siège dans la BEAC, la CEAC, la Banque mondiale, et qui peut gérer ce problème-là. Mais je sais qu'il ne va pas s'occuper des homosexuels. Or, ils ont besoin aussi que quelqu'un s'en occupe. J'ai accepté de faire ce sale boulot. Voilà. On va tirer une autre question, Maître Alice Oui. Combe. Amadi Koulibaly, voici ma question. Pourquoi défends-tu une cause que Dieu lui-même a condamnée? Je sais que c'est... Je ris parce que je connais déjà votre... Oui. Alors, vous estimez que la religion n'a rien à y voir? D'abord, monsieur Amadi Koulibaly, ton Dieu n'est pas forcément le mien, celui auquel je crois. Et j'ai la liberté d'être même animiste et de ne croire en rien. Ça, c'est une liberté que j'ai. Comme lui, elle a la liberté de choisir sa religion, mais il a fallu que les gens se battent pour que le droit de choisir sa religion soit considéré comme une liberté fondamentale. C'est pour ça qu'il a choisi. Personne ne lui a dit d'être musulman. Maître Alice Et Combe. Dieu ne lui a certainement pas donné la mission de venir se présenter à moi pour parler en son nom. Une fois de plus, il y a un problème de compétence. Qui est-il? Souvenez-vous, le pape a dit, qui suis-je pour juger les homosexuels? Alors, monsieur Koulibaly, vous n'avez pas qualité. Vous savez que cette phrase du pape n'a pas toujours été bien accueillie Non, par les mais... chrétiens. Maître Alice Combe, la prochaine question. Mais qu'elle soit accueillie, mais moi je suis chrétien. La prochaine question. En tout cas par c'est vrai qu'on ne pourra pas répondre à toutes ces questions, mais au moins... Alors, monsieur Koulibaly, Dieu n'a pas condamné que l'homosexualité. Il a condamné tous ces crimes que les islamistes commettent en son nom et au nom de la religion. Mais c'est pas parce que M. Koulibaly... Non, je réponds à sa question. Je réponds à sa question. Voilà, alors je vais aller là-bas loin. Mengini, j'écris du Cameroun et j'aimerais savoir si elle aussi est homosexuelle pour défendre de tels droits. Je crois bien que cette dame est au courant de la position des Camerounais sur la question. Voilà. Bon, monsieur Théophile Mengini, je te réponds du Cameroun et le président de la République du Cameroun, garant des libertés, lorsqu'il y a eu le problème des homosexuels de la haute hiérarchie, a répondu à la jeunesse en regardant tout le monde dans les yeux à la télévision que c'est une question qui relève de la vie privée qui est sacrée. Elle n'est pas sacrée seulement pour les uns et pas pour les autres. Et c'est comme ça que le président de la République a mis fin à cette cabale médiatique et inacceptable, parce qu'il a dit il est inacceptable qu'on puisse laisser les gens spéculer sur les vices et vertus des uns des autres. Et que cette société de modernité que nous sommes en train de ne peut pas s'accommoder de ce genre de comportement, parce que même les journalistes doivent savoir que leur liberté d'expression s'arrête là où commence la vie privée. Alors, je vous renvoie au discours de votre président du Cameroun, Monsieur Son Excellence Paul Biya, du 10 février 2006. Vous trouverez toutes les réponses à la question que vous m'avez, et moi, je suis sur ces pas-là. Maître Alice, on va feuilleter avec vous votre album. Oui. Ouais. C'est quelques photos que vous avez sélectionnées pour nos téléspectateurs. Oui. Et ça s'appelle Photographie de vie. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je les commande. Là, vous êtes avec Là, je suis avec Alfadi. À quelle occasion? Il avait certainement un défilé ici. Et pourquoi vous avez souhaité que cette photo soit dans votre album? Ben parce que j'ai un attachement particulier à l'art et aux artistes.
et à la culture d'une manière générale. C'est pour ça que je ne comprends pas les Camerounais qui me disent « Pourquoi tu es toujours en Kaba ?» Alors, c'est une identité. oui, alors là, c'est un DJ. C'est toujours dans le même sillage. La DJ culture, très Bob connu. Sinclair. Ben voilà, Bob Sinclair, c'est un artiste dont j'ai fait la connaissance à Paris quand je passais à l'émission sur D8, exactement. voilà. Le grand 8. Voilà, et avec qui j'ai sympathisé et que je trouve extraordinaire. Voilà. Alors la suite, Nadia Vallaud-Belkacem. Alors ça, c'est ma fille, Najat Porte-parole du gouvernement Bien français. sûr, bien sûr. Une fille d'une intelligence extraordinaire, beaucoup de courage, qui ne La perd rencontre jamais à quelle occasion? Eh bien, elle m'a invitée. Elle m'a invitée pour le combat que je mène, elle m'a invitée pour les femmes que je représente à ses yeux, de manière assez brillante. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Elle aussi mène le combat pour l'égalité tous les droits. Est-ce que, où Ouais, est-ce que c'est vous la placez même le chose. Cameroun dans cette égalité-là? Ben, Par vous exemple, voyez, si on parlait des hommes et des femmes. regardez votre gouvernement, vous-même vous allez dire où on en est. Très peu de femmes en tout cas. Là, vous êtes avec un humoriste camerounais. Ça, c'est mon fils Narcisse Kokam. Je trouve talentueux. Et c'était à une soirée certainement où il a dû nous nourrir de ses brillantes prestations avec beaucoup d'humour. Vous savez, actuellement, les humoristes sont très en vogue en France. Ils épousent des princesses. Hein. Donc, j'aimerais bien que mes fils aussi en fassent autant. Alors là, vous avez absolument tenu à ce que cette photo paraisse dans votre album. Oui, Pourquoi? parce que c'est justement à ce niveau-là que je situe mon combat, au niveau des droits de l'homme. Représenté ici, pendant qu'on était à Davos ensemble, par le numéro 1, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de Genève, qui a tenu à venir me saluer, à m'encourager, à aller de l'avant, et qui m'a surtout dit, fais quand même attention à toi. Richard Branson. Oh, Richard Branson, il fait partie de ceux qui ont une place à Davos, puisque c'est le milliardaire de Virgin, c'est un puissant économique, c'était leur lieu. Moi, j'y suis allée parce que tous ces grands, ces puissants économiques tenaient absolument à ce que, par ma présence là-bas, ils puissent expliquer et envoyer un message fort au monde. Est-ce qu'il n'y a pas un goût un peu amer que vous soyez reçu de ce que leur argent, ils savent qu'ils le doivent à l'homme. Si ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu une invention qui sortait tout droit du cerveau de l'être humain. Et s'ils peuvent acheter ça aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes du monde entier, quelles que soient les différences, qui achètent ça et qui n'oublient donc pas les droits de l'homme. Être reconnu par les autres et détesté ou honni en quelque sorte par ces gens, est-ce que ce n'est pas plus choquant? Parce que là, vous savez, c'est quelque chose... de ce monde, ceux qui mettent la pression pour que les droits des homosexuels soient reconnus. Mais chez vous, on considère encore que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder. Mais parce que quand je suis là-bas, ils considèrent que ce que je dis les dénude un peu et puis montre au monde entier que ce qu'ils sont ou ce qu'ils montrent ne correspond pas forcément à ce qu'ils font pour les leurs. Et c'est tout de même dommage que les Bill Gates m'invitent à parler de mon combat à Davos, c'est-à-dire le top du top, en termes de puissance et d'argent. La prochaine photo. Et que, ici, mon ministre de la Justice ne me reçoivent pas ou ne répondent pas à la plainte que j'ai déposée sur les menaces de mort que j'ai reçues depuis octobre il y a 2 ans, et qu'ils ne me répondent pas, que les officiers de police judiciaire ne réagissent pas, et par contre, ils laissent que ces tribunaux condamnent un jeune étudiant parce qu'il a écrit un message d'amour par SMS à un autre homme. Voilà. Maître Aliscom, les prochaines photos. Alors, ces photos-ci, je suis allée me rejoindre à tous ceux qui ont manifesté pour le mariage pour tous. Je reconnais ici l'extraordinaire monsieur Pierre Berger, humaniste comme je n'ai jamais vu, qui donne tout pour des combats comme le sida, pour des combats comme les droits de l'homme, y compris de sa personne. Ce monsieur a plus de 80 ans. Il a marché. Il faisait froid. Et il paye pour que les autres se portent mieux. Est-ce que c'est ce que vous visez pour le Cameroun? Qu'on en arrive à accepter que les homosexuels se marient? Votre combat va jusqu'à ce niveau? Non, je n'aurai pas le temps d'aller jusque-là. Mais je veux déjà qu'on ne mette pas les gens en prison pour ce qu'ils sont. D'accord, Maître Aliscom. Voilà. Prochaine photo. Alors ça, nous étions dans une salle d'audience avec la présidente d'Avocats sans frontières suisse, Maître Saskia Dittisheim, qui est une avocate très très engagée
à la cause des droits de l'homme au Cameroun et qui, à chaque fois, vient apporter son concours pour la défense de la dignité de l'être humain camerounais et de l'homosexuel camerounais. Prochaine photo, Maître Alice Combe. Alors, je suis ici avec Hillary Clinton, que je reconnais. Avec une personne que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, une immense défenseur des droits de l'homme, qui apporte autant qu'elle a apporté aux femmes à Beijing, et qui apporte tout, et Dieu seul sait qu'elle a tout pour la défense de la dignité humaine. J'ai nommé, j'espère qu'elle est la future présidente des États-Unis, j'ai nommé Hillary Rodham Clinton, qui, pour moi, devrait être la prochaine présidente des États-Unis. C'est dommage que je ne puisse pas lui donner la voix, mais j'irai essayer de convaincre quelques personnes que je connais là-bas de voter pour elle, parce que c'est ce que l'Amérique peut nous apporter de sublime. La dernière photo. Que d'en faire la prochaine présidente des États-Unis. La dernière photo, Maître Alice Combe. Alors, la dernière photo, je suis avec mon fils qui est mort récemment. Il est mort autour du 8 janvier, qui s'appelle Roger Jean-Claude Mbédé. Là, cette photo, nous l'avons faite en prison. Alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement de 36 mois. Est-ce que lorsqu'on est homosexuel, cela veut dire qu'on est exempt de tout reproche? Lui, par exemple, tout le tapage qu'il y a eu autour de sa mort, on a par exemple dit que l'État du Cameroun le recherchait activement, il y avait un mandat d'arrêt contre lui, alors qu'il a pu poursuivre ses études, alors même qu'il était déjà poursuivi. Est-ce que c'est possible? Ce qui est possible, c'est que je maintiens... S'il était vraiment poursuivi ou harcelé par l'État du Cameroun, est-ce qu'on n'aurait pas arrêté? Je maintiens qu'il était sous le coup de mandat d'arrêt. Mais est-ce qu'il allait se cacher dans son village, ça aurait dépassé les autorités d'aller l'arrêter? Mais il était quand même sous le coup de mandat d'arrêt. Vous pouvez travailler quand vous savez que vous avez un mandat d'arrêt. Vous êtes tranquille, vous dormez tranquille. Parce qu'au moment où on vient vous arrêter, on ne vous prévient pas. C'est à tout moment, même au village. Mais est-ce que le fait qu'on n'ait pas allé l'arrêter prouve quand même que... Non. Attendez, mettez-vous à la place des gens qui souffrent. On vous met en prison parce que vous avez écrit à quelqu'un « je t'aime », je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous trouvez ça normal? Vous-même qui êtes dans les religions, l'amour, c'est un crime? Ça, c'est un. Et de deux. Quand M. Aïdjo pénalisait l'homosexualité dans cette ordonnance du 28 septembre 1972, il connaissait les SMS, il connaissait le téléphone portable. On va sortir du débat sur l'homosexualité. 40 ans après, on allait mettre en prison parce qu'ils auront écrit les SMS. Vous trouvez que c'est une justice? Dans vous votre faites combat. Confiance à ce genre de tribunaux? Alors, Maître Alice Combe, on va passer à la rubrique en un mot. Donc, je vais vous présenter 5 photos et vous allez qualifier ces personnes en un seul mot. Donc, ça dépend de ce que ces personnes représentent pour vous. Ok. On va commencer par la première photo. Marafa Amidou Yaya. Un grand homme. Oh, c'est beaucoup de mots? C'est bon. Il a droit à beaucoup de mots. Thierry Michel Atangana. Une victime. Nelson Mandela. Légataire. Vous estimez que vous héritez de lui? Absolument. Toutes ces valeurs, tous ces combats reposent sur les mêmes valeurs que celles auxquelles je crois profondément. Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Déception. Roger Mbédé. Martyr. Merci, Maître Alice Combe. Alors, on va parler un peu de l'opération Épervier, puisque vous y teniez tout à l'heure. Vous êtes l'avocat de certains de ses clients. Et pour nos téléspectateurs qui sont pour le Cameroun déjà, l'opération Épervier, c'est une opération lancée par l'administration camerounaise, par l'État camerounais, pour traquer ceux qui ont détourné les deniers publics. Mais vous estimez que cette opération n'est pas que justice? Oui. Parce que vous êtes avocat de certains clients. Est-ce que votre position permet d'avoir cet avis-là? Un avis neutre ou bien objectif sur la question, en étant l'avocate de certaines personnes qui sont poursuivies dans le cadre de cette opération? Écoutez, je suis de ceux qui ont salué très fort, à travers même les médias, l'opération Main Propre, qui tendait à mettre terme à la corruption et au détournement de deniers publics, dont on a souffert, qu'on continue à souffrir. Cette saignée du budget national au détriment d'un grand nombre, où il nous manque tout, les hôpitaux, les soins primaires, tout.
et où il nous manque de l'eau dans les robinets. Moi, il y a 40 ans, quand j'accouchais, je lavais les biberons de mes enfants avec l'eau du robinet à la maison. Aujourd'hui, je ne peux pas laver les 36 ans après, je ne peux pas laver les biberons de mes petits-enfants avec de l'eau qui sort des robinets. Maintenant, là où nous parlons, vous ouvrez un robinet chez moi, il n'y a pas d'eau. Il n'y en a pas. Je ne suis pas sûre d'en avoir demain. Mais aujourd'hui, on décide donc de punir. Alors, on punit personne. Parce que l'opération Épervier se trompe volontairement. Écoutez, je vais vous donner un exemple simple. Monsieur le ministre d'État Tangname Bara a été arrêté parce qu'il aurait tenté de détourner 31 millions de dollars qui étaient destinés à l'achat de l'avion, à la fabrication et à l'achat de l'avion du président en 2001. Monsieur Tangname Bara n'était pas secrétaire général de la présidence. C'est monsieur le ministre d'État Marafa qui l'était. Or, tout le monde sait que monsieur Marafa a été condamné ferme avec monsieur Fotso pour avoir détourné ces 31 millions. Et il était secrétaire général avant monsieur Tangname Bara. Est-ce que vous pouvez détourner de l'argent ou tenter de détourner un argent qui a déjà été détourné complètement par votre prédécesseur? La question est tout simple. Quand on a arrêté M. Tangname Bara, c'est ce qu'on lui a notifié. Tant et si bien que le tribunal qui a eu à le juger n'a eu aucun mal pour dire que ça n'est pas possible. Je ne rentre pas dans les détails juridiques, parce que ça risque d'être compliqué. Mais rien que ça, vous voyez un petit peu ce que cache l'opération Épervier. Et quand le tribunal a estimé, comme moi, qu'il n'y avait pas de raison de le garder pour ça, qu'il a prononcé sa relaxe, tout le monde sait que le même tribunal, on lui a dit de ne pas exécuter cette décision. Et on a donné l'ordre de trouver autre chose pour qu'il ne sorte pas de prison. C'est inadmissible. Et arrivé à la Cour suprême, à la Cour d'appel, il a été condamné à 15 ans de prison pour avoir tenté de détourner un argent qu'on dit que M. Marafa avait tourné entièrement avant lui. Alors, quand vous voyez ça... Autant ce cas-là, vous l'expliquez ainsi, mais autant celui de Marafa... Pourquoi vous estimez mais qu'il M. Marafa, c'est parce que ça me demanderait de revenir sur tout le dossier. M. Marafa n'a pas touché ni de près ni de loin l'argent de l'avion. C'est un argent qui a été géré. C'est à la justice de trancher, mais vous me dites que je peux en parler. La justice, elle n'est pas libre. Je viens de vous expliquer ce qui s'est passé dans le cas criard de M. Atangana. Si la justice décide de ne pas le relaxer, alors qu'elle-même a prononcé sa relaxe, la faute n'est pas à l'exécutif. Qu'est-ce que l'exécutif... Comment vous pouvez prouver que l'exécutif a eu quelque chose? Ça veut dire qu'il n'y a aucun mur entre l'exécutif et le judiciaire. Et ça, c'est grave. C'est grave, ça. Et pourquoi on refuserait de le relaxer? Mais demandez à M. Biya pourquoi il compte le... Moi, je pense que c'est une opération entre eux, là-bas. M. Marafa n'a pas touché un franc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Américains l'ont déclaré prisonnier politique. Parce que toute cette opération de fabrication d'avions chez Boeing, d'argent qui est parti du compte de la SNH à Paris aux États-Unis vers une société qui s'appelait GIA, tout s'est déroulé sur le sol américain. Et cet argent-là, quand le président de la République a mandaté le bâtonnier Mouna pour aller essayer de voir si la faillite de GIA pouvait générer un remboursement de cette somme qui était détenue par la personne à qui on a envoyé de l'argent. GIA a dit, j'ai reçu l'argent. Et vous n'avez vu personne de GIA au tribunal ici. Personne. Non. Or, il a dit, j'ai pris l'argent, j'ai voulu travailler, mais il y a eu le 11 septembre. L'argent est arrivé vers le mois d'août et il y a eu le 11 septembre. Et le 11 septembre, c'était dans la famille de l'aéronautique, les avions. Les Américains ont cherché à savoir qui a financé cette gifle-là, saignante, du 11 septembre. Donc, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour savoir qui a fait les mouvements d'argent à qui. Cet argent-là, ils l'ont vu. Ils ont enquêté en 2001 sur qui a pris quoi. Ils ont des rapports bien avant tout le monde, sans savoir qu'un jour, M. Biya allait se faire. Jamais. Et ils ont... Qui a trouvé quoi? Ni Marafa, ni Fotso n'ont eu un franc là-dedans. Et d'ailleurs, comment est-ce que M. Marafa, M. Fotso peuvent détourner un argent qui est parti
du compte de la SNH pour les à la États-Unis. GIA qui dit j'ai reçu. Est-ce que vous pouvez détourner quelque chose que vous n'avez pas eu? Même la loi est claire. C'est, on ne punit que celui qui a obtenu ou retenu un argent qui était destiné à l'État. Non, laissez-moi vous expliquer ça. Le temps de l'émission. Monsieur Marafa n'a pas eu à toucher à cet argent. Il l'a jamais obtenu. Il n'a jamais pu le retenir. La personne qui l'a obtenu est aux États-Unis. Et le président de la République, l'État du Cameroun, la Camer, ont signé un document de solde de tout compte en disant, nous avons réglé ce problème. Je vous ai donné ce que je pouvais vous donner de ce qui en restait. Et monsieur Maître Mouna, le bâtonnier Mouna, l'a confirmé ici au cours d'une conférence de presse. Alors, quand vous condamnez Marafa, vous condamnez Fotso, vous condamnez la secrétaire ou la DGA de CBC à 15, 20, 30 ans de prison pour avoir détourné cet argent-là, vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas besoin d'être sorti de Harvard pour savoir que l'opération Épervier n'a rien à voir là-dedans. Le ministre des Finances de l'époque, M. Meva, que j'aime beaucoup, est venu dire la vérité à l'audience. Quand vous me dites que non, ça a été dit, il y a eu des débats publics. Comment avez-vous accueilli la libération de Thierry Michel à Tangana? Il était temps. Il était temps. Mais Monsieur le Président, est-ce que les gens doivent intervenir de l'extérieur pour qu'ils libèrent des gens qui n'avaient plus de place en prison? Est-ce que vous espérez qu'on intervienne de l'extérieur pour dépénaliser l'homosexualité au Cameroun? J'irai là où je peux amener le président à faire ce qu'il doit faire, ce qu'il s'est engagé à faire dans la Constitution. C'est-à-dire ce qu'il a dit lorsqu'il y avait l'affaire des listes, que la vie privée est sacrée, pas seulement pour ses ministres. Pour tout le monde, pour tous les citoyens. Pour tous les Camerounais. Maître Alice, comment parce que ce ne sont pas ces ministres qui l'ont voté et qui l'ont donné le pouvoir d'épanouir leur vie. C'est tous les Camerounais. Voilà. J'espère de tout cœur que nos téléspectateurs vous connaissent un peu plus. Et j'aimerais vous poser une dernière question pour sortir. Quel est le regard que vous jetez sur le 8 mars? Le 8 mars, c'est la fête qui célèbre la femme. C'est un travail qui a été fait justement par des personnalités comme Hillary Clinton pour qu'on n'oublie pas la femme comme on a tendance à le faire au Cameroun. Vous voyez, moi j'ai toujours demandé au président de la République qu'est-ce qu'il attend pour faire mieux que n'importe quel chef d'État. Quelle est la différence que le Cameroun va marquer sous son règne sur le plan des libertés, sur le plan des droits de la femme? Qu'est-ce que la Camerounaise n'a pas pour occuper de vraies fonctions? Pourquoi il n'y a pas une femme présidente de l'Assemblée? Pourquoi il n'y a pas une femme Premier ministre? Pourquoi il n'y a pas une femme ministre d'État? Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? On a eu la première femme sous-préfète. Et ça fait partie de mes déceptions. Parce que j'attendais, dans ce domaine-là, du président Biya, qui est un shoga, qui est un monsieur qui a étudié, qui devait être plus moderne que ce qu'on a connu avant. Eh bien, j'attendais beaucoup plus. Oui, j'attendais plus que de le voir utiliser les femmes pour l'animation avec des pagnes qui portent son effigie devant et derrière. J'attendais mieux que ça. Ce sera votre dernier nom. Tout à fait. Et j'espère que ce message que je lui envoie, il va nous le retourner en disant j'ai compris, en changeant bientôt, puisque je crois qu'il va changer le gouvernement, en essayant de montrer qu'il a compris et qu'il va essayer de redresser et de rééquilibrer les choses. Merci. J'espère que vous avez été une fois de plus nombreux à nous suivre ce soir, chers téléspectateurs. Et j'espère que vous en savez un peu plus sur Maître Alice Angèle Com. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.